Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam. Et cette fois-ci, nous allons évoquer l'alimentation de Primae, et d'une manière un peu plus générale, tout ce qui tourne autour de leur nourriture comme leur agriculture. Contrairement à des notions plus vastes et abstraites, comme le cas de l'économie, l'alimentation et l'agriculture d'un pays dépendent du climat, de la géographie et donc de la région dans laquelle elle se trouve. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons effectuer un tour d'horizon de plusieurs régions et voir pour chacune d'elles leurs habitudes alimentaires et techniques agricoles. Commençons par l'une des régions dont nous avions déjà évoqué l'alimentation avec les archipels orientaux. Comme je l'avais indiqué, leur consommation se tournait essentiellement vers le poisson, fruits de mer et autres algues. Je vous rappelle d'ailleurs le livre de CQFD qui vous propose des alternatives pour retrouver les saveurs de ces poissons. L'un des mets les plus raffinés que l'on pouvait trouver était le nautilé prismé, une forme évoluée du nautiloïde dont la coquille s'était transformée pour devenir transparente et agir comme un prisme, ce qui lui permettait avec la lumière de générer des mosaïques qui renforçaient son camouflage dans cet environnement aquatique particulièrement coloré. Oui, souvenez-vous que c'est là-bas que l'on pouvait trouver les fameux coraux colorés que les habitants utilisaient pour leur construction. Les primaires appréciaient la dégustation du nautilé prismé vers le milieu ou la fin de l'après-midi, à des heures où le soleil permettait de profiter au mieux des effets de la lumière de sa coquille. Cette dernière était ensuite conservée et utilisée pour confectionner des bijoux ou des parures. A noter que le nautilé prismé était devenu, pour ainsi dire, un symbole pour les créateurs de Créomars, la déesse des arts, justement située sur l'une des îles des archipels orientaux. Comme exemple de l'amour qu'il lui vouait, je vous propose ce poème du conteur Karmaré Aspuma. La pointe, fille des eaux à la forme invisible, couteau tiré vers la lumière dont l'entaille soudaine fait naître le flot des mille teintes. En ce qui concerne la jungle orientale, inutile de vous dire que l'agriculture au sol ainsi que la chasse étaient extrêmement complexes, pour ne pas dire impossibles, en raison des nombreux prédateurs. Comme ces habitants demeuraient dans des villages suspendus, ils avaient opté pour une alimentation principalement frugivore. Ils les faisaient pousser à l'aide de greffons de diverses variétés d'arbres fruitiers sur ceux qui soutenaient leur maison. Pour certaines variétés de fruits, ils utilisaient des techniques d'agriculture suspendue afin d'avoir des murs et parfois des plafonds de denrées. Couplés avec les multiples fleurs qu'ils entretenaient sur leurs installations, il y a fort à parier que les villages avaient des aires de véritable Éden. Alors, à noter, même si cela nous éloigne quelque peu de notre sujet, qu'il faisait également l'élevage d'un animal nommé écurou. Malgré ce que son nom laissera penser, il s'agissait d'un petit singe de la famille des cébous, très docile et intelligent, avec une queue musclée et les mêmes particularités que l'écureuil volant. Bien qu'il soit déjà arrivé qu'ils les mangent, les primaires de cette région préféraient les dresser pour les utiliser comme appât à prédateurs lors de leur descente au sol. Je précise à ce sujet qu'un écurou bien dressé n'était jamais attrapé par le prédateur. Malgré ces terrains escarpés qui pourraient laisser entendre une certaine difficulté à pratiquer l'élevage, la pointe boréale était l'un des pays qui consommait le plus de viande. Grâce au nombre important de lacs dans les sommets, le poisson était relativement abondant. De plus, des oiseaux migrateurs venaient se nicher dans les pics lors des périodes estivales. Parmi eux, on retrouvait l'alamagni, un oiseau de grande taille de la famille des Cyconidae. Ces grands oiseaux opéraient leur migration de la pointe boréale vers les archipels austraux. Un seul de leurs œufs pouvait constituer un repas copieux, et la viande de l'animal lui-même suffisait à nourrir une famille pendant une semaine. En revanche, l'agriculture de la pointe boréale était assez limitée, à cause du climat et du terrain. On y retrouvait principalement des tubercules et des céréales. Pendant les périodes hivernales, pour enrichir leurs plats, ils les cuisaient en les mélangeant à de la graisse de crocs. Mais ils n'utilisaient que la graisse car la viande de crocs n'était pas particulièrement agréable. Heureusement, le crocs de la pointe boréale, le géant à collerette, stockait davantage ses graisses. De très nombreux écrits retrouvés font état des chocs gastronomiques qui ont pu avoir lieu, notamment de la part des habitants des archipels orientaux, réputés pour leur cuisine. Certains ne mâchent pas leurs mots et n'hésitent pas à qualifier la cuisine de la pointe boréale de bouillie calorifique à la saveur d'une haleine de crocs. Allons du côté de la plaine centrale à présent, où nous allons nous arrêter quelque peu car il y a plusieurs choses à dire. De base, les habitants de la plaine centrale avaient une alimentation composée presque exclusivement de fruits, légumes et céréales. En effet, la terre de cette plaine était extrêmement fertile et favorisait grandement les récoltes. Il n'y avait que très peu d'éleveurs de bêtes pour la consommation car un élevage de ce type réclamait une grande ressource en eau et nourriture et perdait donc rapidement son intérêt auprès de la collectivité. Alors, bien entendu, je parle ici d'élevage de bêtes pour la consommation, car à côté, on trouvait beaucoup d'élevages d'animaux de transport, comme le crocs, ou de traits, comme le gévaudan, dont nous allons parler maintenant. Alors, déjà, une précision concernant son nom.
Le Gévaudan est nommé ainsi par le choix des scientifiques ayant fait sa découverte. Et il s'agit, bien entendu, d'une référence à la bête du Gévaudan. La traduction littérale de son nom est Solidus pilosus imperiosus planities, pour le solide poilu qui domine les plaines. Il s'agissait d'un canidé proche de la race des loups, mais avec un corps bien plus massif, des pattes trapues ainsi qu'un organe situé sous sa cage thoracique et relié directement à sa gorge dans lequel il pouvait stocker de l'air pour se gonfler et donner l'impression qu'il doublait de volume. En plus de servir à effrayer les prédateurs, ce gonflement lui permettait de protéger sa gorge en la rendant moins facile d'accès. De par la présence abondante de petits animaux dans les plaines et la ceinture forestière, les Gévaudan n'ont jamais eu à développer un instinct sauvage, bien qu'ils furent pendant un long moment les ennemis principaux des premiers peuples avant l'exode. Mais peu à peu, ces derniers ont cherché à les apprivoiser, notamment pour s'en servir de gardiens contre les autres Gévaudan. Et à mesure d'évolution, et alors que les Gévaudan sauvages disparaissaient, les apprivoisés se séparèrent en différentes races. Parmi les deux plus connus, nous avons le Gévaudan nain, une boule de poil très prisée comme animal de compagnie, et le Gévaudan bélier, un colosse que les primaires utilisaient pour tirer les véhicules agricoles. Juste, je tiens à préciser que pendant longtemps, à cause d'une erreur de traduction, on pensait qu'il s'agissait du Crocs qui servait de bête à charrue. C'est pourquoi dans le livre du professeur Osbaum, Primae, Faune et Flore, il est fait mention de l'espèce du Crocs à fourrure, une race dont le pelage aurait été suffisamment fin pour être pris pour de la fourrure. Bon, c'est finalement en 1997 que l'on prit conscience qu'il s'agissait en réalité du Gévaudan. Une des particularités du Gévaudan était sa fourrure. La plaine centrale étant un lieu plat avec très peu de zones pour se retrancher, les animaux qui y habitaient et ne pouvaient se créer de terriers composaient avec ce qu'ils pouvaient. C'est ainsi qu'en période d'hiver, le Gévaudan a évolué de manière à développer une fourrure impressionnante pour se protéger du froid, du vent et de la pluie. En période d'été, sa fourrure tombait pour lui donner un pelage plus léger. Eh bien, il s'avère que la particularité de cette fourrure était qu'en plus de le protéger des intempéries, elle retenait certaines particules de l'air environnant, dont le soufre qui était présent en fine quantité mais de manière permanente dans la plaine centrale. Pour l'instant, rien n'est encore avéré, mais les géologues pensent que ces particules provenaient du mont Fratera, qu'ils soupçonnent d'avoir été un volcan en basse activité. Dans tous les cas et de ce fait, vers la période fin hivernale, les Gévaudan béliers pouvaient transporter sur eux une très grande quantité de soufre, et cette particularité plaisait beaucoup aux agriculteurs. Les ensemencements du début du printemps coïncidaient avec la perte de leur fourrure d'hiver. Ainsi, les poils tombaient pendant qu'ils tiraient le véhicule, ce qui déposait le soufre sur la terre et favorisait les récoltes. Les primaires n'avaient jamais vraiment fait le rapprochement entre le soufre et les récoltes. C'est à la suite d'analyses effectuées sur de la fourrure de Gévaudan retrouvée intacte et différents récits sur leurs aspects de poudreuse que cette découverte a pu être recoupée. Les primaires, eux, voyaient dans la fourrure du Gévaudan des propriétés divines. C'est pourquoi il est l'animal attribué à Messibentum, le dieu de la terre et des récoltes. Avec tout ça, même si le Crocs était de loin la créature la plus répandue sur tout Status, le Gévaudan était sans conteste l'un des animaux les plus appréciés dans la plaine centrale et la ceinture forestière. Et on pouvait même en retrouver jusqu'aux archipels orientaux. Certains contes et fables leur ont même été attribués, comme celle du gros Gévaudan, petit Crocs et trois poissons, à la morale étonnamment contemporaine. Pour revenir sur l'agriculture de la plaine centrale, la machine principale qui était utilisée et tractée par les Gévaudan s'appelait une rotonde. Il s'agissait d'une machine composée de 3 roues, 2 pour la faire avancer et une centrale pour labourer. Cette dernière était plus grande et avait des lames similaires à des cisailleuses courbées qui servaient à creuser sur le passage. Le centre de la roue était creux, parsemé de trous et un opercule permettait d'y déposer des graines. Au moment de la rotation, les graines tombaient petit à petit par les trous et donc dans les tranchées que la rotonde creusait. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup à dire sur l'agriculture des différentes régions. Si jamais vous souhaitez aller plus en profondeur, je vous invite à regarder la conférence de Philippe Choquet sur l'évolution agricole de Status. D'autant plus qu'il effectue un très bon parallèle entre ces dernières et les tours d'archives pour mieux comprendre comment les différentes régions se sont influencées les unes les autres. Je terminerai juste en évoquant la pointe australe qui, au même titre que la plaine centrale, possédait une agriculture assez avancée mais sur un autre registre. Dans cette région, la consommation de légumes était assez faible en raison de la quantité limitée de surface favorable à ce type de culture. À la place, de nombreuses zones ont été aménagées avec ce qui pouvait s'apparenter à des rizières. Ces dernières étaient entourées de cours murés de pierre servant à contenir la terre et surtout l'eau car l'intérieur était inondé. On y cultivait le nal. Il s'agissait d'une plante de la famille des monocotylédones, assez proche du riz mais de forme ronde et qui, d'après le recoupement des écrits, avait une saveur proche de celle du pain. D'ailleurs, comme je vous ai parlé tout à l'heure du livre sur les poissons, sur un plan plus général, si vous souhaitez savoir quel goût pouvaient avoir les différentes cuisines de Primae, vous avez le livre Amo Primae. Il est très bien conçu et cherche avec une grande précision à reconstituer les saveurs de leurs plats.
À ne pas confondre avec le livre de Cyril Lignac, qui lui est totalement inutile. Il a juste été écrit pour surfer sur la vague lors de la révélation. Il se contente de simuler la présentation des plats en utilisant des ingrédients qui n'ont rien à voir. Bon, poursuivons. Généralement, les installations de rizières accueillaient également des plants de bananiers. Enfin, il s'agissait plutôt de son ancêtre, le Musa acuminata. Ces derniers étaient généralement agencés de sorte à entourer les plants de Nal, mais ils étaient également disposés dans des emplacements secs au cœur de l'installation. Il y avait enfin des bassins creusés et conçus pour contenir de grandes quantités d'eau, qui allaient servir à remplir les plants de Nal durant les périodes de sécheresse entre deux moussons. Bien entendu, les murets étaient construits suffisamment larges pour que, d'une part, ils soient assez étanches, et d'autre part, que l'on puisse se déplacer dessus pour passer d'une parcelle à une autre. Pour la petite anecdote, ces agencements de rizières de la pointe australe respectaient une certaine cohérence géométrique, ne serait-ce que pour faciliter le déplacement des agriculteurs. Ce ne fut pas le cas à Kevermoth, le pays du dieu du chaos. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agissait des installations des rizières quand ce pays était encore rattaché à Disfakal. Et puis, quand la séparation eut lieu et que Kevermoth est né, les rizières furent en partie détruites et reconstruites pour donner ceci. Des agencements déliés de toute logique géométrique qui respectaient davantage Kevermoth et son culte de l'aléatoire. Pour revenir et terminer sur les rizières, une technique d'agriculture utilisée à la pointe australe était celle du brûlis. Après les moissons des nals et la cueillette des bananes, avant que la mousson ne revienne, tous les arbres de bananiers trop vieux ou les plants qui n'avaient pas tenu étaient brûlés sur place. Ce en même temps que d'autres végétaux que l'on amenait pour l'occasion dans la rizière. Alors, au départ, cette technique n'était employée que dans le pays du dieu du feu et il s'agissait d'une offrande pour le culte du soleil. Mais en fait, il s'est avéré que cette technique permettait de transmettre la fertilité des végétaux brûlés dans le sol et favoriser les récoltes à venir, d'où l'importance des plants de bananiers au sein des rizières. Au fur et à mesure, cette technique s'est répandue à l'aide des tours d'archives pour être exploitée dans toute la pointe australe. Au final, s'il y a bien une chose que nous devons retenir, c'est que ce sont avant tout les conditions environnementales qui vont forger les habitudes alimentaires d'un peuple. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés ne sont que pure invention. L'univers de Primae continue de se construire et vient d'acquérir son régime alimentaire et agricole. Si ces nouvelles informations vous inspirent, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.